Bonjour à tous, vous écoutez l'Europe en 43 minutes, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, Centre Europe Direct. Notre sujet aujourd'hui est la Pologne, pays qui préside actuellement le Conseil de l'Union européenne jusqu'au 30 juin, avec Christine Bousquet-Labouéry, professeure émérite en histoire médiévale à l'Université de Tours et vice-présidente de la Maison de l'Europe. Bonjour Christine. Bonjour Astrid. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Moi aussi. Bonjour à tout le monde. Alors, donc aujourd'hui, nous allons parler de la Pologne. La Pologne qui est un grand pays au cœur de l'Europe et qui est donc aujourd'hui, qui a la lumière sur elle puisqu'elle préside le Conseil de l'Union européenne. Oui, c'est un grand pays. Ça fait partie des grands pays géographiquement déjà. C'est même de la démographie. On est dans le même camp que l'Espagne, que ce sont des grands pays, à peu près un peu plus de 40 millions d'habitants. C'est presque aussi grand que la France dans ses frontières actuelles. Donc c'est un très grand pays au cœur de l'Union européenne qui est rentré en 2004 dans l'Union européenne. Et justement, au cœur de cette Europe, quelles sont les frontières un peu de la Pologne ? Beaucoup de frontières. Alors, les frontières de la Pologne, c'est un peu compliqué. C'est compliqué parce que la Pologne, elle est riveraine d'un certain nombre d'États. Bien entendu, on pense à l'Ukraine, il y a la Russie qui est là aussi. Il y a les pays il y a l'Allemagne, bien entendu, l'Autriche, la Lituanie qui a joué un rôle très important avec la Pologne. Ça a été une très grande puissance, le royaume de Lituanie-Pologne. J'en oublie sûrement à l'est. Si la Hongrie peut-être. Oui, je pense la Hongrie doit avoir des frontières polonaises. Oui. Donc en fait, ce qui est intéressant, presque plus que la question des simples frontières, c'est le fait que ce soit une très grande plaine et donc très largement ouverte. Et ça lui a coûté fort cher, puisque évidemment, c'est une terre d'invasion, une terre d'abord de migration, puis une terre d'invasion. Et on le sait très bien, ça a été une des trames de l'histoire polonaise. Donc avec cette grande plaine, elle est parcourue par deux fleuves, l'Oder et la Vistule, qui coulent des Tatras, des monts Tatras, donc au sud, vers la Baltique, qui se jettent en Baltique, qui sont à la fois des voies extraordinaires de navigation. Une ville comme Cracovie, qui est très loin de la mer, est une ville qui a appartenu à la Hanse, puisqu'elle était un des points clés de l'arrivée des bateaux hanséatiques par la Vistule. C'est aussi une voie d'invasion. Ce ne sont pas des obstacles majeurs lorsqu'on a affaire à des gens qui sont déterminés à venir vous envahir. Donc ça, c'est le problème de la Pologne, c'est ce côté extrêmement plat. Quand on se promène en Pologne, les villes sont passionnantes. La campagne, c'est des kilomètres et des kilomètres de terrain plat. Donc c'est moins la plaine jusqu'à des kilomètres, 400 kilomètres de plaine. Oui, effectivement, nous, on ne se rend pas forcément compte en France, mais c'est gigantesque, les plaines polonaises. Oui, quand on conduit, c'est long. C'est long et c'est tout droit. Oui, c'est très long. On sent l'expérience. Oui. Alors justement, vous nous avez parlé un petit peu de cette histoire, très, très brièvement, vous avez évoqué l'histoire de la Pologne. La Pologne, c'est un vieux pays, mais qui a aussi un peu disparu à un moment donné. Un peu beaucoup même. Disparu. Alors, c'est d'abord un vieux pays, oui, effectivement. L'histoire de la Pologne commence réellement en 966. 966, pourquoi je peux donner cette date de manière claire ? Parce que c'est le roi Mieszko Ier, donc c'est le premier souverain historique. Il y en a eu d'autres. Chez la Pologne, c'était des peuples différents de grande Pologne, donc au niveau de Cracovie, et puis les Polanes au niveau de Gniezno, qui est la première capitale polonaise. Et donc Mieszko Ier va adopter le christianisme. Il adopte le christianisme latin. Donc, il est pas loin de la Russie, donc du christianisme orthodoxe. Il va adopter le christianisme latin et il unit sous son règne des tribus slaves qui étaient dispersés, qui se faisaient la guerre à longueur de temps. Donc c'est important parce que c'est le début de l'État polonais et puis le début de son intégration dans une sphère culturelle et religieuse qui est celle de l'Europe occidentale. Et on ne peut pas comprendre les liens très profonds entre la Pologne et la France, par exemple, qui sont quand même très forts depuis toujours, sans se rappeler que l'acte fondateur, c'est au milieu du Xe siècle de notre ère. L'Europe en 43 minutes sur RCF Touraine.
Notre sujet aujourd'hui est la Pologne avec Christine Bousquet-Labouéry, pays qui préside actuellement le Conseil de l'Union européenne. Donc, cette histoire de la Pologne a commencé donc au Xe siècle. Il y a eu des hauts débats, je pense. Il y a eu une très grande période. Voilà. Il y a eu une très très grande période. C'est en 1385. C'est une union, l'union de Crévaux, qui va lier la Pologne et la Lituanie, puisque le grand-duc de Lituanie épouse l'héritière de Pologne, et donc on a un gigantesque ensemble qui unit la Lituanie et la Pologne, et ça sera renforcé par l'union de Lublin en 1569, donc République des deux nations. C'est un État multinational, multiconfessionnel, multiculturel, qui va unir, qui va prospérer, et qui fait que la Pologne-Lituanie, c'est le plus grand État européen, puisque si on se représente une carte de géographie, il va relier la mer Baltique à la mer Noire. C'est un très grand État, très fort. Alors, je rappelle qu'en 1410, c'est cet État qui bat les chevaliers teutoniques à la bataille. Alors, si on est allemand, on va dire Tannenberg. Si on est polonais ou lituanien, on dira la bataille de Grunwald. 1410, les chevaliers teutoniques sont battus. Ils utilisaient cette bataille pour dire qu'ils venaient convertir les Lituaniens, qui étaient encore un peu païens. La Lituanie fait partie des derniers États à adopter le christianisme. Et puis, les Polonais et les Lituaniens vont leur infliger une défaite dont ils ne se remettront en fait jamais. Et donc, pourquoi est-ce que c'est déterminant ? Peut-être que ça fortifie leur position au cœur de l'Europe. Quel est leur rayonnement à ce moment-là ? Alors, c'est un rayonnement d'abord intellectuel. L'université de Cracovie est fondée. C'est une université, je vous parlerai peut-être tout à l'heure de Paweł Wojtkiewicz, qui est un homme extrêmement important. Oui, d'abord culturellement, c'est essentiel. Cela dit, cette République des deux nations, elle est importante dans l'acceptation des Juifs, puisque les rois de Pologne ont créé notamment le quartier de Kazimierz à Cracovie. Une partie très importante de la population, entre 10 et 15% de la population est juive en Pologne, ce qui va susciter plusieurs types de réactions. De la part des élites comme le roi, une très grande acceptation, puisque c'est lui qui crée ces quartiers. De la part d'une partie de la bourgeoisie catholique, un début de méfiance, parce que ils vont avoir une concurrence entre eux. Et on ne peut pas comprendre l'histoire de la Pologne au XXe siècle, et notamment de la Shoah, sans se rappeler de tout ça. Il y a un passé important. La communauté polonaise juive, elle est très importante. C'est la première en Europe. Et elle va être décimée complètement. Sur les 6 millions de juifs qui ont été assassinés pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a 3 millions de juifs polonais. Et en même temps, c'est en Pologne que sont situés les grands camps d'extermination comme Auschwitz, Srebrenica, par exemple. Donc, il y a un rapport toujours un peu compliqué des Polonais avec ça. Vous vous rappelez, quand l'ancien président polonais, qui était d'extrême droite, il faut bien dire les choses comme elles sont, qui ont distendu les liens entre la Pologne et l'Union européenne, eh bien, quand il avait dit froidement que la Pologne n'avait rien fait pour faciliter la Shoah et que n'était pas concernée par la Shoah, ça avait fait bondir tout le monde, et à juste titre, et notamment les historiens, puisque nous savons, et nous avons tous les documents qui prouvent le contraire. Bien entendu, tous les Polonais n'ont pas été des collaborateurs. Non, il y a des Polonais qui ont défendu des Juifs, bien entendu, et les Polonais juifs ont payé un très très lourd tribut à cette Shoah, mais on ne peut pas dire que la Pologne a été... non, c'est pas vrai. Quand on voit par exemple le film Shoah, qui a été tourné avec des témoignages encore de gens vivants à ce moment-là, dans les années d'après-guerre, c'est quand même... c'était impossible d'entendre ça. Donc, il y a des zones de faiblesse, en Pologne, bien sûr, mais il y a des tensions entre les différentes communautés. Il y a aussi cette appétence pour une vie ensemble, et ça suscite beaucoup de jalousie de la part de ses voisins.
des voisins, donc les autres grandes puissances. Voilà, les grandes puissances. Européennes. Alors, il y en a 3 autour de la Pologne. Il y a 3 puissances qui sont très fortes. Il y a la Prusse, il y a la Russie et il y a l'Autriche. Donc 3 voisins qui ont les yeux braqués sur ce territoire qui est riche. Je rappelle que la Pologne, c'est un pays de plaine, on l'a vu, donc un pays d'agriculture, Céréales, de colza. Ouais. Aujourd'hui, quand on y va au printemps, quand on voit tous les champs de colza en fleurs, c'est jaune à perte de vue. C'est aussi, une grande partie des volailles de l'Union européenne viennent de Pologne. Ils sont élevés en Pologne et en Ukraine. Donc c'est vraiment un pays qui a beaucoup de richesses. Donc évidemment, les voisins sont tout à fait enclins à mettre la main dessus. Donc entre 1772 et 1795, à un moment où l'Europe est en conflit, il y a des tas de problèmes un peu partout en Europe. La France a perdu de sa puissance. En plus, c'est la Révolution française. Donc la France n'est pas capable de jouer un grand rôle dans cette affaire. Eh bien, la Pologne va être progressivement démantelée par ses voisins. 3 partages de la Pologne. Ça veut dire qu'en 1795, la Pologne disparaît. Il n'y a plus de Pologne. Il n'y a plus de Pologne. Elle est C'est un partagée pays qui n'existe plus. entre les grandes puissances. Et elle va disparaître pendant 123 ans. 123 ans où la Pologne n'existe plus. Ça, c'est quand même hallucinant. On a du mal, nous les Français, à se représenter ce que ça veut dire pendant 123 ans, c'est-à-dire 5 générations. 5 générations qui n'ont pas connu du tout la Pologne. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont conservé malgré tout? Ce peuple polonais va continuer malgré tout à conserver son identité culturelle, alors notamment pour toute la partie prise par les Russes, ils vont conserver le catholicisme latin pour s'opposer à l'orthodoxie russe, bien sûr, et une aspiration plus ou moins larvée à l'indépendance. Notamment, le joug russe va être terrible sur Varsovie, notamment. Varsovie va tomber dans les mains des Russes, et on pourra peut-être prendre l'exemple de Chopin, qui est évidemment un bon exemple de cette aspiration et de ce conflit entre Russes et Polonais. Pour apprendre et mieux se comprendre, rien de tel que le dialogue. Autour de thèmes historiques, actuels, spirituels ou artistiques, Monserrata Vidal et Sarah Brunel échangent librement avec leurs invités, nous incitant ainsi à poser un autre regard sur le monde. Dialogue, c'est chaque samedi à 19h30 et à la demande sur rcf.fr. Au pied de la lettre vous invite à des rencontres qui éclairent le monde d'aujourd'hui. Des auteurs qui font l'actualité littéraire, présentent leurs livres et nous font découvrir leurs univers ainsi que leurs personnalités. Au pied de la lettre, le grand magazine littéraire présenté par Christophe Héningue, c'est chaque dimanche à 23h. RCF, l'Europe en 43 minutes. Nous parlons aujourd'hui de la Pologne, pays qui préside le Conseil de l'Union européenne en ce moment, avec Christine Bousquet-Labouéry. Christine, donc vous étiez revenue sur un peu l'histoire de la Pologne. Là, on en est un petit peu dans le bas de la Pologne. Oui, on est dans une période sombre où la Pologne a disparu. Où la Pologne a disparu. Si vous prenez une carte des années 1870, une carte de l'Europe, il n'y a plus de Pologne. Mais les Polonais donc existent toujours. Oui, ils se sentent polonais, mais ils sont victimes de la répression. Alors, c'est surtout valable dans la partie russe, un peu aussi dans la partie prusse, où les Prussiens vont être quand même particulièrement sévères. Un petit peu plus cool, si j'ose dire, dans la partie autrichienne. Qui est plutôt la partie sud du La partie sud, notamment Cracovie. Oui. Cracovie est tombée dans les mains autrichiennes. Et la Prusse a pris peut-être le nord, du côté de Gdansk. Le nord, elle a pris surtout la partie d'accès à la mer, bien sûr, avec Danzig. Donc c'est vraiment chacun a pris ce qu'il lui fallait, ce qu'il voulait, bien entendu. Alors cette période, bien on peut prendre le cas de Chopin, Chopin qui naît donc dans cette Pologne occupée et qui va quitter la Pologne au moment de 1848.
On pense, pendant longtemps, on a dit il quitte la Pologne parce qu'il y a la répression de 1848. En fait, il est parti avant la révolution de 1848, les insurrections de 48. Il est parti à ce moment-là et il voulait aller à Londres. Bon, il commençait à être connu. Chopin, c'était un homme qui avait beaucoup de succès déjà. Et il est arrivé à Paris. En fait, c'était un peu le pays de son origine parce que son grand-père habitait en France et donc il était reparti en Pologne et donc Chopin revient. Il va vivre la fin de sa vie qui est pas très longue. Il va la vivre à Paris. Il va aller à Nohant avec George Sand, c'est connu. Il va essayer d'aller retrouver la santé, ce qui n'a pas eu l'air d'améliorer sa santé à Majorque. Mais Chopin, c'est vraiment quelqu'un qui a composé, y compris en France, des mazurkas, donc des danses polonaises. Il est resté très proche de son pays. Il a essayé de faire vivre un peu les Polonais qui étaient réfugiés en France. Il y a beaucoup de Polonais qui ont fui le joug russe à ce moment-là, qui se sont réfugiés en France, une communauté polonaise importante. Et quand il va mourir en France. Et les Russes ne voulaient pas que le corps de Chopin revienne en Pologne. Donc c'est la sœur de Chopin qui va passer clandestinement le cœur de Chopin sous sa jupe à la douane russe, parce qu'ils n'ont pas osé fouiller sous les jupes de la sœur de Chopin. Et donc le cœur de Chopin a été mis dans une urne dans un des piliers de l'église Sainte-Croix de Varsovie. Et au moment de la Seconde Guerre mondiale, les Polonais ont descellé l'urne pour la cacher parce qu'ils se doutaient de ce qui allait leur arriver. Et donc, ils ont décellé. Et puis là, maintenant, si vous visitez l'église Sainte-Croix, il y a à nouveau l'urne de Chopin. Donc, Chopin, c'est quelqu'un qui vit dans sa musique, qui vit dans sa vie d'exilé, parce qu'il est exilé, il ne retournera jamais en Pologne. Il est parti, il avait 20 ans. Et il est le témoin vraiment de toute cette période très compliquée. Alors ça va durer jusqu'en 1918. Et la Pologne va connaître pendant la Première Guerre mondiale un statut assez étonnant parce qu'elle est des deux côtés. Les Polonais, quand ils sont liés à la Prusse ou à l'Autriche, dominés par la Prusse ou l'Autriche, ils sont du côté de l'Alliance, de le côté allemand-autrichien. Quand ils sont avec les Russes, ils sont avec les Français, avec les Anglais. Donc c'est une part un moment un peu compliqué. Alors les Polonais vont retrouver leur indépendance en 1918. 1918, donc au traité de Versailles, la Pologne revient sur la scène. Alors c'est lié au traité de Versailles, c'est lié également aux efforts du maréchal Józef Pilsudski, qui est le grand héros de cette période. Mais ça va pas durer. Ça va pas durer. 1918, 1939, 20 ans. 20 ans d'indépendance de la Pologne avec des problèmes. La Pologne va essayer de reconquérir des terres vers l'Est, vers le Sud. Donc il y aura des conflits. C'est pas 20 ans calme en Pologne. Justement, je voulais vous demander, après le traité de Versailles, la Pologne avait-elle retrouvé ses frontières d'origine? Non, pas tout à fait. Donc il va y avoir un certain nombre de conflits. Notamment peut-être avec la Russie. Avec l'Autriche aussi. Ouais. Donc ça sera compliqué. Ça va être un petit peu compliqué. Et puis en 1939, c'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Et je rappelle que la guerre elle était mondiale, mais on ne le savait pas. C'est assez intéressant de dire ça aujourd'hui. La guerre était mondiale et on ne le savait pas, puisqu'il n'y avait que les Sudètes qui avaient été concernés, qu'on avait abandonnés, je le rappelle. Et là, c'est le 1er septembre 1939, l'Allemagne nazie envahit la Pologne par l'ouest et l'Union soviétique déclenche aussi son attaque à l'est. Donc le pays est pris en sandwich et évidemment, c'est une période dramatique qui s'ouvre pour la Pologne. Et justement, c'est aussi le jeu de l'Alliance, puisque c'est la France qui va déclarer la guerre à l'Allemagne pour soutenir la Pologne. Oui, parce que la France et l'Angleterre découvrent brusquement, quand même un peu tard, que... Vous n'y croyez pas, je pense. Non, rappelez-vous, vous avez eu le déshonneur, et vous avez eu la honte et vous aurez la guerre de Churchill, avec l'abandon de la conférence de Munich. Il serait peut-être bon de le méditer aujourd'hui. Et je pense qu'on est exactement
exactement dans le même type de situation. Donc l'Allemagne et la Pologne est envahie avec notamment un élément extrêmement fort qui va imprégner encore aujourd'hui toute la mentalité polonaise et qu'on ne peut pas oublier, c'est le massacre de Katyn. Le massacre de Katyn, ce sont tous les officiers polonais qui ont été faits prisonniers par l'Union soviétique. Les méchants, c'est pas simplement les Allemands, les nazis, c'est l'Union soviétique. Et Staline donne l'ordre d'abattre les prisonniers polonais. Donc après, il prétendra qu'il y a eu un accident, enfin que c'était pas du tout ça. On a retrouvé les fosses de Katyn, on sait très bien que c'est ça. Et d'ailleurs, la Russie a fini par le reconnaître. Mais c'est des milliers d'officiers polonais qui sont massacrés, tués à bout portant. RCF, l'Europe en 43 minutes. Nous écoutons l'Europe en 43 minutes et aujourd'hui nous parlons de la Pologne avec Christine Bousquet-Laborie. Christine, on a terminé la période précédente sur le massacre de Katyn. Cela peut expliquer aussi un peu aujourd'hui le rapprochement, l'histoire et le rapprochement aussi de la Pologne vers l'Union européenne. Oui, il y a aussi toute la période d'occupation qui suit la je pense qu'il y a plein de choses encore à voir pour comprendre pourquoi la Pologne, l'Union européenne et la Pologne, c'est une histoire importante. Je rappelle quand même un élément, moi, qui m'a toujours marqué. Lorsque la Pologne est attaquée par l'Allemagne le 1er septembre, elle sait qu'elle n'aura pas les moyens matériels de résister, malgré tout le courage des Polonais, qui vont retarder d'ailleurs de 28 jours l'arrivée des Allemands à Varsovie. Pendant ce temps-là, ils vont enlever toutes les œuvres qui leur paraissent les plus emblématiques de leur histoire et notamment toutes les belles autos qui étaient dans le château royal de Varsovie. Ils vont faire une salle bétonnée. Les Allemands occuperont ce lieu. Ils ne se douteront jamais qu'ils ont les pieds sur une salle bétonnée dans laquelle la Pologne conserve un certain nombre de trésors. Et en 1945, quand la ville est complètement détruite et libérée, si j'ose dire, par les soviétiques, eh bien, ils vont reconstruire en sortant ces tableaux de Bellotto, et ils vont reconstruire la Varsovie du XVIIIe siècle, celle de Bellotto, et pas la Varsovie de 1939, puisque tout a disparu. Et donc, ce sont les jeunes étudiants d'architecture qui vont chercher, retrouver un certain nombre de plans qui existaient, mais ils vont surtout se servir des Bellotto. Donc, c'est assez émouvant quand on visite Varsovie de voir ça. Voilà, c'est une bonne destination peut-être pour cet été. Voilà, tout à fait. La Pologne était un pays extrêmement intéressant. Alors, pour conclure, pour aller un peu plus loin sur l'Union soviétique et la Pologne, l'Union soviétique va prendre l'autre élément. Après Katyn, l'autre élément lié à la guerre et qui montre le fossé qui va se créer de manière extrêmement le fossé qui existait avant, puisque la Russie avait pris la Pologne, mais ce fossé qui est difficile à combler, c'est la destruction de Varsovie. Les soviétiques sont de l'autre côté de la Vistule. La Vistule, c'est le fleuve qui traverse Varsovie. Le centre de Varsovie est d'un côté et il y a la Vistule et les soviétiques qui sont là. Et les soviétiques ne bougent pas sur ordre de Staline pendant que les Allemands incendient toute la ville. La ville est détruite. Pratiquement tout le centre est détruit. Les soviétiques ne bougent pas. Il sera beaucoup plus facile pour eux de mettre la main sur une ville entièrement détruite et d'imposer leur système. Alors qu'à ce moment-là, ils sont censés être alliés. Oui, mais voilà. Censés. C'est la Pologne. Ils n'ont jamais renoncé à la Pologne. Et je pense qu'on fera bien. Il ne faut pas l'oublier. Ouais. C'est quelque chose d'important. Donc après la guerre, la Pologne, du coup, elle tombe sous l'influence soviétique. Elle est sacrifiée aussi à Yalta, puisque les Américains, les Anglais et les Russes, les Soviétiques se partagent les choses. Donc la Pologne est tombée sous l'influence soviétique. Elle devient une république populaire communiste avec une répression très forte. La Pologne a subi beaucoup de répression, mais la résistance s'organise. Et il y a quelque chose de très intéressant avec la Pologne, c'est que les Soviétiques étaient persuadés qu'il fallait viser les intellectuels, que tout viendrait des intellectuels et qu'il fallait s'en méfier et compagnie.
Or, quand on regarde l'histoire polonaise, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ce sont les ouvriers. Ce sont les ouvriers. Ce sont les ouvriers de Gdansk, notamment, qui vont se révolter, qui vont organiser ces grèves massives, les négociations. Alors, il y a un point important, c'est le monastère de Nowa Gora, qui est un point très de focalisation de la résistance, puisque l'archevêque, le primat de Pologne, monseigneur Wyszynski, a été mis en prison par les soviétiques, et la Pologne vient prier pour lui. Et donc, évidemment, ça fait un effet de foule, c'est un effet réitératif, puisqu'ils reviennent toutes les semaines prier pour lui. Et petit à petit, ça va faire naître ce formidable espoir de 1980 avec le syndicat Solidarność. Alors, il y aura des intellectuels, notamment un historien, Bronisław Geremek, qui est un médiéviste, Geremek, donc, qui était le bras droit de Lech Walesa, qui sera le président du Parlement polonais. Et c'est eux qui vont... RCF à Chinon, 103.8. À Vendôme, 101.9. RCF, l'Europe en 43 minutes. Alors, on ne peut pas parler de Pologne sans écouter du Chopin, l'opus 25, numéro 1 en la bémol majeur, joué par François Cornu. Donc, nous parlons aujourd'hui de la Pologne avec Christine Bousquet. En 89, la Pologne obtient son indépendance. Alors, ça va se faire petit à petit. Progressivement. 89, c'est l'année des grandes révolutions. Donc, Solidarność a réussi à enfoncer le clou derrière les Hongrois. Les Hongrois ont été les premiers, mais Solidarność a été plus fort. Je rappelle quand même que Lech Walesa, Bronisław Geremek ont passé 1 an en prison. On l'oublie quelquefois, mais ils ont été... il y a eu une espèce de résistance pathétique des soviétiques et du pouvoir polonais pro-soviétique. Et puis, bon, ça a cédé. Donc, à partir de 1990, la Pologne a les yeux tournés vers l'Ouest et veut... alors, il y a 2 conditions très importantes pour elle, parce qu'il faut se rappeler, 1990... Moi, je m'en souviens, la Pologne, c'était des charrettes. C'était un pays pauvre. C'était un pays très pauvre. C'est un pays qui avait reconstruit ses villes. Il faut jamais l'oublier. Le peuple polonais est un peuple extrêmement courageux. C'est lui qui a reconstruit Varsovie, parce que c'est pas les soviétiques qui ont donné 1 centime. C'est lui qui a reconstruit Gdansk, qui était complètement détruit. Une grosse partie des villes polonaises étaient détruites. Seul Cracovie, je crois, qui a été épargné. Alors, Cracovie avait été épargnée. Alors, il y avait eu des bombardements sur Cracovie. Enfin, dans l'ensemble, Cracovie a été épargnée parce que le gouverneur nazi installé à Cracovie aimait cette ville et que, bon, il l'a à peu près protégée. Mais Cracovie a été notamment... Alors, le ghetto de Varsovie était très connu, mais il y avait aussi un ghetto à Cracovie. Alors, je rappelle que à Cracovie, il y a une place dans le ghetto, l'ancien ghetto, où on voit des chaises de toutes les tailles, qui rappellent que tous les Juifs de Cracovie ont été déportés, ont été assassinés, ou pratiquement tous. Et ces chaises, bien, ça les symbolise parce que la chaise, c'est peut-être le seul mobilier qu'on peut déplacer avec soi. Parce qu'on ne va pas déplacer une table, on ne va pas déplacer un buffet. Donc, ces chaises de toutes les tailles, des petites chaises d'enfants, des chaises de mamie et de papy, des chaises d'adultes, et bien, tout ça rappelle le sort de la communauté juive de Cracovie. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier, c'est très important. Alors, cette ville de Cracovie, effectivement, c'est une ville qui est restée à peu près dans son jus. C'est une ville absolument magnifique que je vous conseille d'aller voir, surtout que maintenant, il y a un vol direct entre Paris et Cracovie. Donc, c'est bon à savoir. Donc, voilà. Donc, la Pologne se relève. Donc, il va falloir... il a 2 éléments clés. Il faut d'abord qu'elle modernise son économie, qui est très en retard, et notamment son agriculture, et renforcer sa démocratie. Et ça, c'est un vaste sujet parce que c'est pas facile. Donc, elle va privatiser de nombreuses entreprises d'État. Elle va attirer les investissements étrangers. Bien sûr, cette transformation, elle est soutenue par les grandes institutions internationales, le FMI, bien sûr, la Banque mondiale. Enfin, les Polonais ont quand même beaucoup... Ça a été difficile, transformer une agriculture qui est restée très basique pour s'intégrer à une agriculture européenne, c'est pas ça. Donc, devant le succès, ce premier succès, eh bien, l'intégration européenne devient un objectif clé.
Et la première étape, c'est 1991, donc c'est très tôt finalement. La Pologne signe un accord d'association avec la Communauté économique européenne, la CEE à ce moment-là, et puis elle adhère à l'OTAN en 1999. Donc l'OTAN, c'est la protection américaine jusqu'à aujourd'hui, puisque aujourd'hui elle est... Oui. bon. Mais c'est important, en 99, parce que les Russes, ils sont là quand même, les Soviétiques, même si la Russie est en train à bouger et qu'elle est devenue, elle connaît un petit essai de démocratie qui n'a pas été concluant, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc 99, elle est membre de l'OTAN et elle est associée à la Communauté économique européenne. Ça veut dire que vous avez beaucoup de gens qui vont travailler en Pologne pour aider la Pologne à s'adapter, à adapter notamment l'économie et puis quand même la démocratie, parce que la démocratie, on passe pas d'un système de contraintes, comme était le système soviétique en Pologne, un système de contraintes terrible, à la démocratie directe, comme on la connaît. La démocratie, c'est pas simplement le vote, c'est beaucoup d'autres choses. C'est la participation. C'est le respect de l'état de droit, voilà. c'est beaucoup de choses. Donc, c'est pas un processus si facile que ça. Et quand on dit, s'il a fallu du temps, oui, il a fallu du temps, mais ça a été rapide, puisque la Pologne rentre dans l'Union européenne officiellement en 2004, après un référendum où 77% des Polonais votent en faveur de l'adhésion. 77%, c'est un score tout à fait considérable, mais ça veut dire aussi qu'il y a des gens qui ne sont pas, qui sont encore nostalgiques, sans doute, de leur passé soviétique. Et ces gens-là sont forts en Pologne. Donc, d'ailleurs, il y a eu un peu, ces quelques dizaines dernières années, des relations un petit peu houleuses entre la Pologne et l'Union européenne, avec notamment l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement extrême droite, très droite. Donc effectivement, un gouvernement qui partageait de la même vision dictatoriale des choses avec les soviétiques, avec les Russes. Donc oui, tout à fait. Alors l'entrée dans l'Union va apporter à la Pologne un certain nombre d'avantages très forts. D'abord, c'est l'accès aux fonds structurels européens, avec une amélioration des infrastructures et notamment, l'exemple le plus clair, c'est les autoroutes polonaises. Alors heureusement qu'on a des autoroutes pour traverser la Pologne, c'est important, mais la Pologne est passée du chemin communal quelquefois. Où, il y avait quand même, j'exagère un tout petit peu, parce qu'il y avait quand même des routes, bien entendu, en Pologne, à l'autoroute. Donc, on est passé de vieilles Trabants soviétiques à un parc automobile qui pourrait être le parc français, sans problème. Donc là, il y a vraiment eu un énorme effort, un énorme apport financier des fonds structurels. La Pologne a bénéficié de fonds très importants, notamment dans le domaine de l'agriculture. Parce qu'il fallait, et là les Polonais ont été courageux, il a fallu que leur agriculture encaisse le choc de l'intégration européenne. C'est pas évident. Se retrouver du jour au lendemain avec l'agriculture française très compétitive, c'est pas simple quand on était polonais. Donc il a fallu beaucoup d'adaptation, beaucoup de volonté, beaucoup de ténacité de la part des Polonais. Je le dis parce qu'on a toujours un peu tendance à dire les Polonais ont bénéficié. Oui, mais les Polonais, ils ont bénéficié des fonds, mais ils ont fait aussi ce qu'il fallait pour moderniser. Ça a été quand même. Ça veut dire qu'en quelques années, la Pologne est devenue un des moteurs économiques de l'Union européenne. C'est quand même pas rien. En tout cas de l'Europe centrale. Oui. Peut-être pas de toute l'Union, mais au moins de l'Europe centrale. Donc c'est vraiment important. Alors, sur le plan de la démocratie, ça a été un petit peu plus compliqué, puisque la Pologne et l'Espagne, qui étaient donc toutes les deux sorties des jougs de dictature, je rappelle Franco en Espagne, l'Union soviétique en Pologne, avec le traité de Nice, la Pologne et l'Espagne avaient plus de voix à L2 que l'Allemagne. Donc, évidemment, c'était un peu... l'Allemagne avait 29 voix
au Conseil, et la Pologne et l'Espagne réunies, 54. Traité de Nice, donc oui, 1980. Alors, j'ai plus la date du traité de Nice. 97, je crois. Oui, 97 Voilà. ou quelque chose. Non, parce que le traité de Nice, c'était après l'intégration. C'était après l'intégration. Oui, donc après le 2004. Alors, J'ai un trou de traités. mémoire sur la date du traité de Nice. Alors, ça va être corrigé par le traité de Lisbonne. On va rétablir les choses. Mais ça veut dire que l'Espagne et la Pologne finissaient par compter énormément dans l'Union européenne. Alors, en 2016, les choses changent un peu avec l'entrée en lice d'un parlement de droite autoritaire qui va additionner les remises en cause du Parlement européen. Mais le traité de Nice, il est rentré en vigueur en 2003. 2003, voilà. C'est juste au moment. C'est un peu le traité c'est le traité au moment où la Pologne rentre juste avant, dans l'Union. Merci d'avoir vérifié. Donc, là, quand on regarde les attitudes du gouvernement polonais en 2016, on s'aperçoit que les valeurs clés de l'Union européenne sont remises en cause. Normalement, lorsque un pays rentre dans l'Union, il y a un pacte constitutif d'appartenance à l'Union. Et là, avec quand le président polonais dit que la Pologne n'a pas joué de rôle dans la Shoah, alors que les responsabilités historiques sont établies, ça va pas. Et la loi polonaise condamne tout discours qui irait dans l'autre sens. Donc, remise en cause, bien entendu, de la liberté d'expression, c'est quand même un élément constitutif de l'Union européenne. Donc là, il y a vraiment eu quelque chose de fort. Alors, je rappelle que l'article 2 du traité de l'Union européenne, l'Union est fondée sur des valeurs communes auxquelles doivent souscrire tous les États dans l'Union. Le respect de la dignité humaine, la démocratie, l'état de droit. Or, là, on voit que la Pologne avait adopté des législations qui remettaient en cause cet état de droit. Par exemple, l'opposition, qui était très forte, ne pouvait pas s'exprimer. Le droit d'expression des médias avait été très sérieusement limité. Remise en cause du pluralisme politique, confiscation de la liberté d'expression. Tout ça, ce n'est pas compatible avec l'Union européenne. Et la cerise sur le gâteau, si j'ose dire, c'est la remise en cause du système judiciaire. Normalement, dans un système démocratique, le judiciaire et l'exécutif sont séparés. Et là, les juges en Pologne sont nommés et révoqués par le gouvernement, donc des juges constitutionnels nommés par le gouvernement. Évidemment, c'est tout à fait, c'est pas admissible. Et donc, ça a été un problème. Alors, les choses maintenant vont beaucoup mieux parce que le gouvernement polonais a changé avec l'arrivée de Donald Tusk, qui a été le président du Conseil européen, qui est tout à fait tourné vers l'Union européenne. Et il y a donc eu un temps difficile. Alors, on peut l'expliquer aussi, ce temps difficile. Parce que pour beaucoup de Polonais, ils sont sortis de l'orbite soviétique. Et ils ont travaillé comme des fous pendant 10 ans pour rentrer dans l'Union européenne. Et en fait, il leur a manqué sans doute une respiration. Ils ont eu l'impression de passer d'un État soviétique qui leur imposait des choses à l'Union européenne qui imposait des normes aussi, qui imposait un certain nombre de règles. Et pour certains Polonais, l'UE était une nouvelle URSS. Alors évidemment, vu de chez nous, on n'a pas du tout cette impression, et ce n'est pas la réalité. Mais pour certains Polonais, ça a été ressenti comme ça, parce qu'il a manqué un peu de souffle. D'un côté, ils avaient très envie de rentrer dans l'Union, ils voulaient rentrer, mais d'un autre, ils ont peut-être manqué un tout petit peu. Et c'est pour ça qu'il y a eu ce passage entre... Ils n'ont peut-être pas eu le temps, en fait, de s'épanouir, entre guillemets, en tant que de se retrouver comme Polonais, voilà. Oui, de se retrouver comme Polonais. Une nouvelle intégration dans une autre une des questions communauté. qui se pose, c'est quand on ne respecte pas les valeurs de l'Union européenne, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a un article 7 dans le traité. Il y a un article 7 qui n'est jamais appliqué complètement, avec une procédure en 2 temps. C'est l'État peut être sanctionné, et puis ses droits de participation au Conseil des ministres peuvent être suspendus. Et donc, en novembre 2018, la Pologne constitue donc ce risque clair de non-respect de violation des valeurs de l'Union, et donc le Conseil de l'Union aurait pu
prononcé à l'unanimité, c'est la levée de ses droits de participation, la suspension de ses droits de participation. Si je ne me trompe pas, il me semble que la Hongrie avait été sous cette sanction à un moment donné. Oui, ils ont fait vite machine arrière. Ils ont fait machine arrière parce que c'est lourd. Les décisions se prenaient sans eux. Plus de fonds structurels. Ça avait été gelé. Ça a été gelé, oui, mais enfin, quand c'est gelé, on voit là en ce moment où l'aide américaine est gelée. Alors les Polonais, effectivement, ne sont jamais allés jusque-là, mais c'est quand même une sanction qui existe. C'est pas rien du tout. Dit comme ça, on se dit bon, on est suspendu, oui, mais la suspension, c'est quand même quelque chose de. Ça veut dire qu'ils ne peuvent plus participer au Conseil des ministres, ils peuvent plus voter, ils peuvent plus. Peuvent pas participer en fait à la prise de décision. Ils vont subir les décisions qui sont prises par les autres. Ils vont plus avoir l'argent, l'argent va être gelé. Donc c'est quand même pas du tout simple. C'est pas anodin. Donc voilà, c'était un peu compliqué. Donc dans la relation de la Pologne avec l'Union européenne, il y a quand même des éléments de développement qui ont été des succès. Mais il y a aussi donc eu beaucoup de problèmes concernant donc l'état de droit, la justice, les questions sociétales, les droits fondamentaux, par exemple les restrictions sur les droits des minorités en Pologne, donc il faut tout relever. Il y a l'immigration, qui joue un rôle aussi. Varsovie a souvent été en désaccord avec la politique migratoire européenne. Cela dit, ça n'a pas empêché Varsovie d'accueillir massivement des Ukrainiens depuis le début de la guerre. Je rappelle que la Pologne, elle est très proche de l'Ukraine physiquement, mais aussi moralement. Elle soutient historiquement, elle se retrouve aussi par l'armement, par l'accueil des exilés, de ceux qui qu'on fuit. La Pologne est très 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 importante dans le dispositif ukrainien. Je rappelle qu'il n'y a pas d'avion à se poser à Kiev. On passe par la Pologne, on passe par le train après. Donc c'est quand même extrêmement. La Pologne est un acteur clé dans l'aide aux réfugiés et dans le soutien à Kiev. Donc, il ne faut pas l'oublier. Il y a un certain nombre de problèmes qui sont déjà un peu moins forts maintenant depuis l'arrivée de Donald Tusk, mais faut pas se tromper, effectivement. Tusk est le président polonais et donc lui, il a renforcé le rôle de la Pologne au sein de l'Union. Pas oublier que la Pologne a été quand même l'un des premiers États tout de suite à se mobiliser effectivement au lendemain de l'invasion russe pour justement soutenir les Ukrainiens qui arrivaient vers l'Union européenne. Tout à fait. La Pologne, en fait, elle évolue. Son rôle au sein de l'Union, c'est une évolution permanente entre coopération et débat. Et il faut se rappeler de cette histoire polonaise et de ce temps peut-être trop rapide. Et au moment de ces nouveaux défis tels que la guerre en Europe centrale, c'est la première fois, je rappelle, depuis 1945, que la guerre est à 2000 km de chez nous. Donc c'est pas rien. Eh bien, la place de la Pologne, elle est stratégique. Et alors, je pense, si j'ai encore une minute, je voudrais juste vous dire un mot de Paweł Włodkowicz, dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est un homme qui vivait au début du XVe siècle, qui est contemporain de la bataille de Grunwald. Il est recteur de l'université de Cracovie, il vient à Constance pour le concile qui a lieu entre 1415 et 1418. Et c'est juste après donc la bataille de Grunwald, et il vient dire que non, la thèse comme quoi les Lituaniens sont païens et n'auraient pas le droit à leurs terres, et qu'on n'est pas juste. Les terres ne sont pas propriété des chrétiens. Les terres peuvent être peuplées de païens. Les propriétés des païens leur appartiennent par le droit naturel et le droit interdit de les en priver. Et il va condamner également la conversion des infidèles par l'épée. Donc les païens lituaniens ne doivent pas être convertis par l'épée, car c'est contraire aux lois humaines et aux lois divines. Et donc, on parle toujours du Bill of Rights, de la Déclaration des droits de l'homme et compagnie, mais le premier qui a écrit ça, c'était en 1415, c'était un Polonais, Paweł Włodkowicz. Rendons à César ce qui appartient à César. Les Polonais sont précurseurs dans les droits. C'est un pays, et ça résume bien, je pense, toute l'ambiguïté de la position polonaise.
Eh bien, merci beaucoup Christine pour cette couverture un petit peu rapide, mais de l'histoire de la Pologne et de ses relations avec l'Union européenne. C'était l'Europe en 43 minutes, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, Europe Direct. À bientôt et merci encore Christine. Merci à vous.